Avec moi aujourd'hui pour commenter l'actu tech et numérique, on a un prospectiviste, Jacques-François Marchandise. Mais non, pas question que je me trompe. Et voilà. Co-fondateur de la FIG, la Fondation Internet Nouvelle Génération, c'était son nom d'origine, en tout cas qui anticipe les mutations liées aux technos depuis le début des années 2000. Depuis 2000. Depuis 2000. Et nous avons aussi un disruptif, Alain Staron, président cofondateur d'Artifil, jeune start-up de la domotique et de la sécurité. Absolument. Bonjour Delphine. Bonjour à tous les deux. On démarre avec l'actu numérique autour de la guerre en Ukraine, au sujet qu'on suit de près autant que possible ici dans Smart Tech. Je voulais vous faire réagir à des choses qu'on n'a pas encore traitées cette semaine, notamment les 6,7 millions de dollars en NFT qui ont été versés à une association pour aider l'Ukraine. C'est une initiative d'un collectif Ukraine DAO, derrière lequel on trouve le groupe punk rock russe, les Pussy Riot. Une réaction là-dessus, sur la manière dont le Web3, donc les crypto-monnaies, la nouvelle monnaie, j'allais dire, peut aujourd'hui être utile dans ce type de conflit. Il y a un vrai étonnement, hein, c'est-à-dire l'histoire, quand tout s'effondre, en quoi est-ce qu'on a confiance ? Pas tellement dans les États, on a l'impression que le système bancaire c'est très compliqué, et donc à l'arrivée, les gens vont avoir confiance dans la fondatrice des Pussy Riot, la cofondatrice, qui est connue. Non, mais normalement, on se dit qu'il y a les valeurs refuges, c'est l'or, mais enfin, c'est pas voilà, les Pussy c'est Riot, les punks russes, les valeurs refuges, dans cette histoire-là. Et puis, d'autre part, on va avoir une confiance horizontale dans des systèmes qui permettent de garantir les paiements, etc. Et puis, au fond, ça va permettre d'aller un peu à l'aveugle, déverser sur une NFT du drapeau ukrainien, quand même. Donc, on n'est pas en train de parler d'une œuvre artistique absolument nouvelle, quelque chose. Et puis, le troisième point de la confiance, c'est l'ONG vers qui les soins arrivent, qui doit s'appeler Comeback Alive. Comeback Alive, voilà, et qui donc au fond, par rapport à ce qu'on connaît dans beaucoup d'autres configurations humanitaires, balle neuve. On refait avec des cadres de confiance qui sont super différents de ce qu'on connaissait. À l'instant. Tout à fait. C'est une grosse disruption. Hein. Ah, tout à fait. C'est l'horizontal versus le vertical, qui est comme un médana à la fin des plateformes. On en pourra en reparler un peu plus tard. Et d'ailleurs, dans vos sujets, il y a un autre point qui touche celui-là. Alors, on va y aller. Juste un point sur... je disais que ça s'appelait Ukraine DAO. Le collectif DAO, c'est donc un acronyme en anglais, mais qui veut dire une organisation autonome décentralisée. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que vraiment la crypto-monnaie, les NFT, la blockchain, finalement, fournit des outils de résistance vers lesquels on peut se tourner, on peut vraiment avoir confiance? C'est l'horizontal versus le vertical. La blockchain a été faite pour qu'on puisse faire confiance, et le nom, on fait confiance grâce au nombre. Donc voilà, et la bonne nouvelle de ça, c'est que ça permet de bypasser, court-circuiter, disrupter. Mais pas totalement, puisqu'on a des pays qui interdisent les crypto-monnaies, donc ça reste quelque chose de contrôlé, finalement. Comment vous regardez ça, la FIG? À part interdire, on n'a pas tellement de moyens de contrôle. On a beaucoup de reproches à faire aux crypto-monnaies, aux NFT, etc. Le fait que ça soit souvent de l'abus spéculatif, le fait que ça a une empreinte écologique assez forte, le fait que ça soit un déversoir d'argent compliqué, c'est rien de le dire, mais certainement pas le fait qu'on puisse la contrôler ou interférer. Donc ça, moi, j'avoue que pour le coup, comme le dit Alain, dans un cadre horizontal, ça marche, et ça veut dire que c'est quelque chose qui challenge fortement les anciens cadres classiques de confiance, de pouvoir, etc., pour qu'ils s'y prennent autrement, et qu'eux-mêmes, ils intègrent des cadres de confiance totalement rénovés. Quelque part, c'est rebondir sur un déficit des entités verticales traditionnelles. Oui, c'est presque un retour au cash, mais dans lequel on peut avoir une traçabilité et donc une confiance. Ce que dit une des fondatrices des Pussy Riot, elle dit que les crypto-monnaies n'ont pas de frontières, pas de permis, et sont tellement plus faciles et rapides que la monnaie fiduciaire. Plus facile, je ne sais pas. Chez les geeks, oui. Mais chez les geeks. Oui, c'est ça. C'est quand même, pour l'instant, ça reste réservé à un type de population. On ne peut pas imaginer que des grosses associations humanitaires puissent avoir recours uniquement à ce type de donation. Comme le sujet là n'est pas la spéculation, il n'y a pas de risque que le Pékin moyen se fasse plumer.
Au fond, ça, Voilà, ouais. à condition que ça aille vers l'objectif visé, moi, j'ai pas de problème pour le reste. La plupart du temps, tous les usages qu'on nous raconte des NFT sont des usages aberrants, non nécessaires, qui vont plumer les pigeons, etc. Enfin, qui peuvent financer des artistes aussi. Oui, redonner de la alors, valeur on voit à qu'en l'art ce moment, sur les le musées numérique. sont en train de se dire est-ce que ça peut nous sauver du désengagement des États, etc. C'est quand même, pour l'instant, c'est les dérives du marché de l'art en mode aggravé, les NFT. Donc, Alors, si je reviens aux associations humanitaires, aux organisations internationales, peut-être qu'elles devraient s'intéresser davantage, en tout cas, à ce mode de financement. Dans les 12 heures qui ont suivi l'invasion de l'Ukraine, plus de 400 000 $ en bitcoin ont été donnés à cette association Comeback Alive. On enchaîne avec Arkady Volozov, qui est l'entrepreneur russe derrière le géant Yandex. Yandex, on dit que c'est l'équivalent de Google en Russie, qui a perdu donc 2 milliards de dollars en 3 mois. Depuis ce conflit. En fait, c'est l'action Yandex qui s'est totalement effondrée. Il y a des investisseurs étrangers aussi qui commencent à rechigner. Est-ce que ça, c'est aussi une façon de mener une guerre un peu différemment à travers l'investissement ? Je ne suis pas sûr. En fait, Yandex, le problème, c'est qu'ils sont jugés trop proches du pouvoir. Et donc, c'est quand même 45% de la part de marché sur les moteurs de recherche contre Google, qui est à 52%. Donc, on s'aperçoit qu'ils sont vraiment très proches de Google. Et en fait, les cadres à l'intérieur de Yandex s'en vont. Oui. Parce que en fait, même la population russe ne peut pas accepter la guerre en Ukraine. Et donc, ils ont un vrai sujet de légitimité et de légitimité de leur business. Si vous n'êtes pas un moteur de recherche normal, si vous faites que des fake news. Donc voilà, je ne pense pas que ce soit une guerre. Je pense que c'est une des limites des moteurs de recherche, des réseaux sociaux, enfin de tout. Voilà. La chose intéressante là-dedans, c'est que en fait, Yandex dit être plutôt à l'abri des sanctions. C'est pas ça leur problème. Leur énorme problème, alors, d'une part, c'est les actionnaires, ce qui veut dire que c'est les milliards virtuels qui ont été perdus si tout allait autrement pour être regagné. Le business de Yandex resterait entier. Mais leur vrai souci, comme le dit Alain, c'est l'interne. Moi, je pense qu'il ne faut pas, si on monte un peu au général, tout un ensemble de choix et, j'allais dire, d'éthique des entreprises du numérique, aujourd'hui est porté par l'interne des entreprises du numérique. Les ESN nous le racontent, les startups disent on a du mal à recruter si on dit qu'on fait n'importe quoi avec les data, avec la planète, avec la privacy et tout ça. Donc on est dans un monde dans lequel les grands discours, les manifestes, etc., pèsent pas grand-chose par rapport au fait qu'en interne... Il faut qu'on croie à la mission en fait, des entreprises. Et le discours va jamais suffire parce que les employés ils sont au courant. Ils font. Et ça leur fait... Oui, alors là, ce qui crée des remous en interne, c'est que la page actualité du portail est filtrée, en fait. Elle filtre les articles qui parlent de guerre, voilà, pour les requalifier en opération militaire spéciale. Bon. Une incidente, mais il faudra parler une autre fois. Oui. Comparer les salaires chez Apple et chez Facebook montre que Facebook doit payer plus cher pour avoir des employés qu'Apple. Et voilà. Ça n'existe pas qu'en Russie. C'est peut-être récent, ça, non ? Oui, la statistique, je l'ai vue il y a quelques mois. Depuis que la situation se dégrade. Ah oui. L'image se dégrade, en tout cas. Oui. Toujours en Ukraine, donc Starlink, avec Elon Musk, qui accélère son déploiement pour permettre, en fait, des communications de secours en Ukraine quand il y a des coupures Internet pendant le conflit. C'est aussi un avantage économique intéressant, non, pour Elon Musk de faire ça ? Alors, je ne sais pas s'il les vend. Mais déjà, pour rebondir sur ce qu'on se disait avant, ça reste de l'horizontal. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des infrastructures Internet, je vais directement par le ciel. Et la bonne nouvelle, comme il a déjà plus de 4000 satellites en l'air, les Russes ne pourront pas les dézinguer si facilement que ça. Même s'il a dit qu'attention, même activer la connexion, ça pouvait être dangereux pour les utilisateurs parce que ça les localise. Les Russes peuvent viser le sol, mais ne peuvent pas détruire l'infrastructure Starlink. Donc là, on est vraiment dans quelque chose d'un peu nouveau. Les Russes essayent de détruire des infrastructures quand elles sont grosses, centralisées, machin. L'Internet par satellite, c'est pas... On peut pas le mais ça met quand même en danger le citoyen, l'utilisateur. Et il faut qu'il allume pas longtemps, qu'il se déplace. Enfin, il y a des solutions, mais effectivement, il fait bien de prévenir.
Mais c'est vrai que Elon Musk est tout à fait autonome sur son déploiement. Il est autonome, ses satellites, son matériel. Ses satellites, et ce qui est très frappant, moi, c'est l'analogie entre les kits de connexion Starlink, qui sont au fond assez légers, assez faciles à activer, etc., et les petits lance-missiles qui sont aujourd'hui une des armes des Ukrainiens, qui tiennent dans un coffre de petites voitures et qui peuvent dézinguer un char. Et dans les deux cas, c'est une dissémination un petit peu partout. Alors, évidemment très high-tech, dans les deux cas en réalité, et en mode guérilla. C'est-à-dire l'hypothèse de dire que les grandes armées extrêmement puissantes sont mises en échec par des systèmes distribués. Et c'est ça, c'est exactement ça. moi, je trouve ça absolument passionnant parce qu'il ne suffit pas d'avoir des centaines de milliers d'hommes qui, en plus, nécessitent une logistique ahurissante. Là, c'est les bagnoles des gens. Alors, il faut quand même être capable aussi d'envoyer des satellites, des constellations satellitaires. Justement, là où Elon Musk gagne, c'est par une balle perdue. Son concurrent OneWeb ne peut plus envoyer des satellites depuis Baïkonour. Ah bah oui, ils sont dépendants des Russes. Oui. Ben voilà. C'est un peu embêtant. Donc... Ouais, donc je reviens quand même à cette idée que Elon Musk est en train aussi de s'installer et de c'est le seul à avoir prendre des positions et il sera indélogeable. Il a une avance considérable aujourd'hui sur son offre satellitaire. Mais derrière, il y a d'autres questions qui sont les questions de la résilience du numérique en temps de crise et en temps de catastrophe, qui est des questions qui, pour l'instant, ont été traitées uniquement par les détenteurs de grosses infrastructures qui avaient besoin d'être résilientes, redondantes et ainsi de suite, qu'on connaît sur les réseaux, qu'on connaît sur les data centers, etc. Mais tout le reste du numérique est fragilissime. Nous, on a fait un boulot qu'on avait engagé avant la crise Covid qui s'appelait Numérique tout risque, en disant mais est-ce que le numérique d'aujourd'hui n'est pas trop luxueux et pas trop fragile pour le monde de demain qui est un monde incertain? Et en fait, ça se vérifie constamment. Moi, j'ai été frappé au moment des histoires de la vallée de la Roya par le fait que aujourd'hui, dans la population, on ne savait plus faire la brave connexion Wi-Fi qu'on savait faire il y a 20 ans, qui permet, sans accès à Internet, de se connecter en IP, de partager, de publier des infos dans un territoire local. Aujourd'hui, les moyens low-tech... On fabriquait même son équipement Wi-Fi à une époque. Et antenne Ricoré. Avec tout ça, la boîte de conserve. Exactement. Mais aujourd'hui, les moyens low-tech en situation de crise, on les voit parfois ressurgir. On les avait vus au printemps arabe, on les a vus dans quelques situations. Et pour moi, ils ont un gros avenir. Ça et les architectures distribuées versus centralisées. Oui, carrément. Alors, quel est votre sentiment face à la censure sur les réseaux sociaux de RT France, de Sputnik? Quel est votre sentiment là-dessus? Et aussi sur le fait que Twitter a notifié comme média affilié à un État, la Russie, certains comptes de journalistes qui travaillent pour RT ou qui ont travaillé pour RT. Mais c'est eux les plus malins. C'est-à-dire plutôt de censurer Twitter. De dire plutôt de censurer, il dit je vous préviens juste, voilà, ils ont quand même coupé l'accès, puisque c'est une demande de l'Union européenne, ils ont quand même coupé l'accès à RT France et Sputnik. Mais ça, c'est aussi. Voilà, donc ça, il y a d'une part la réponse politique qui dit je veux la paix sur le continent et donc je ne peux pas laisser ce que je... Alors, je suis obligé de dire que ce que je considère comme des fake news, moi, en Europe, parce qu'à la limite, Elon Musk lui-même dit toutes les informations sont un peu de la manipulation, plus ou moins. Enfin, donc très très prudent avec ça. Il n'y a que le politique qui peut décider. Si on a élu nos gouvernants décident à un moment, pour éviter la révolution, de bloquer des choses. Là où je voulais vous faire réagir aussi, c'est que Twitter va au-delà finalement de ce qu'a décidé le politique. Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a cette espèce de tension qui existe depuis très longtemps entre est-ce que les plateformes et les médias en ligne doivent s'autoréguler ou est-ce que les États doivent les réguler. Dès qu'on est dans cette crise absolument exceptionnelle qui est mondiale, le CSA ou l'ARCOM local, rideau, quoi, c'est bon courage. Donc ça se joue ailleurs et autrement, soit parce qu'un cadre collectif, diplomatique, etc., s'en mêlerait, mais pour l'instant il s'en mêle quand même très très peu, soit parce qu'en effet il y a des concertations qui ont lieu de façon plus bricolée et avec des acteurs qui se disent que s'ils ne font pas ça, ils vont porter une part de la responsabilité d'un ensemble de catastrophes. C'est l'invasion du Sénat américain. Mais au fond, ça pose quand même le problème du libre arbitre. Nous, que devient notre libre arbitre? Alors, ça pose des questions éthiques, parce que souvent on parle d'éthique numérique, d'éthique de l'IA, de manière un peu vague. Là, c'est un cas d'école, c'est très concret.
On n'est pas en présence on n'a pas avec le numérique une place publique sereine. Ouais. On peut dire que les modèles économiques font qu'on favorise le buzz et on favorise l'extrême, donc ceux des chaînes, ceux des plateformes, ceux de tout ça, etc. Ce qui veut dire que quand on veut pouvoir discuter, débattre et exercer l'esprit critique, etc., ça fait des années que c'est mal parti. Et qu'en face de ça, il y a une panoplie de mauvaises solutions. Il y a la solution on fait rien, il y a la solution tout est autorisé. Et donc on est obligé de prendre des décisions extrêmes parce qu'on a situation extrême. Et qui sont imparfaites, forcément. Capitol, c'était une situation tellement extrême. Est-ce qu'il fallait couper les comptes de Donald Trump et les empêcher en tant que citoyen de s'exprimer au fond... Ouais, en fait, il faut prendre le problème à la racine. Quoi. Le problème le problème des modèles de ces plateformes et de leur modèle économique. L'appel à la guerre n'est jamais une liberté d'information, paraît-il. Jamais. Et là, donc réaction à situation urgente. Ok, on enchaîne, on va reparler d'Elon Musk parce que je voulais vous faire réagir aussi sur Tesla qui a donc reçu le feu vert pour enclencher la production dans sa méga-usine, la Gigafactory européenne. Ce sera près de Berlin. On attend 500 000 véhicules produits par an. Ouais. Et c'est très... Enfin, pardon, je commence, mais Tesla, j'y suis depuis très longtemps. Eh oui, en 2016... La production, je comparais un truc très simple, la production de Tesla et la production de Porsche. En 2016, c'était 30%. Tesla faisait un tiers de Porsche. En 2018, c'était à peu près égalité. En 2020, ils étaient presque double. L'année dernière, ils ont fait 3 fois la production de Porsche. C'est une slide qu'on peut peut-être présenter. On laisse peu faire. importe. Ouais. Et donc la vraie question qui se pose, c'est maintenant qu'ils s'installent en Europe. Aujourd'hui, les modèles Y, elles arrivent de Shanghai. Donc c'est compliqué d'inonder le marché européen, c'est cher, etc. Avec son usine de production sur place, qu'est-ce que ça va donner en Allemagne, au cœur de la patrie de l'automobile en Europe? Qu'est-ce que ça va donner pour le coup d'après? Et donc je me suis juste amusé à faire une autre projection en comparant Tesla et Audi. Oui. Et ben Tesla dépasse Audi en 2023. Alors là, ça c'est le slide Tesla Porsche et voilà Tesla Audi. Tesla Audi, voilà. Donc en 2023, si je fais juste les courbes, les chiffres 2021 sont à jour. Donc en 2021, Tesla fait la moitié des Audi. La moitié. Il faisait peanuts en 2016. Il n'était pas visible. Et ça remet sur le tapis toujours la même antienne qui est: est-ce qu'on prend à temps les virages disruptifs quand on est un industriel établi, rentable, voire rentier? Ça peut secouer ça le marché de l'automobile européen? Ça a déjà secoué. Ça secoue. Ça secoue déjà. Et puis, au fond, il raconte très bien, Elon Musk, qu'il est encore au début du chemin dans cette histoire. C'est-à-dire qu'on parle d'une gigafactory. On en parle entre autres choses parce qu'elle est en Allemagne et qu'il y a eu énormément de résistance à son installation. Et puis, c'est pas la seule gigafactory qui est en train de s'installer en Europe en ce moment. Mais en fait, ce qu'il dit lui-même, c'est je vais vers les 100 gigafactories. C'est-à-dire que c'est une de plus, mais c'est une de plus sur un chemin où il pense que juste qu'il va être le gagnant. Et en plus, alors il est en train de dicter presque la norme de ce que sera une voiture autonome. Alors il nous dit, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à 1000 km d'autonomie. Donc il est en train finalement de définir le standard. Non, il ne définit pas. Il fait une analyse d'ingénieur très classique. Vous savez qu'on ne peut pas faire des fusées trop énormes qui veulent aller trop loin, parce que si on met trop d'essence, elles ne décollent même plus. Oui, alors il nous explique là, sinon on aurait des batteries trop lourdes. De toute façon, on ne les utilise pas à plein, donc ça ne sert à rien. C'est le Hummer, le dernier Hummer électrique. La batterie pèse, 1,4 tonne. Voilà. Donc il faut déplacer 1,4 tonne, ça n'a pas de sens. Et donc, comme toujours parler dans le système distribué, il y a qu'est-ce que je mets embarqué, qu'est-ce que je mets dans le réseau de recharge. Il a fait un réseau de recharge très rapide. On peut s'arrêter des minutes tous les 500 bornes. C'est la même histoire que Starlink, cette histoire. C'est-à-dire qu'au fond, il considère que c'est beaucoup plus intéressant de miser sur une infrastructure qui, en plus, lui donne un pouvoir infini, puisqu'il a le cash pour y aller, il va y aller autrement que d'autres sont allés, etc. Et à partir du moment où il a l'infra, effectivement, il n'a pas besoin de poursuivre une course en avant vers des batteries toujours plus légères dans 2 minutes. Il a besoin juste de dire compter sur l'infra. Et ayant l'infra de satellite, ayant l'infra de... c'est pragmatique, efficace. Et surtout, pas de dépenses inutiles en R&D. Mais très organisé. C'est-à-dire que typiquement, parce qu'il a des fusées qui redescendent, il peut faire Starlink. Ariane n'ayant pas l'accès aux constellations satellites, il n'a pas pensé à faire des fusées réutilisables. C'était il y a quelques années. C'est vraiment un tout qu'il faut considérer comme un tout. Il nous reste 1:30 pour parler de l'annonce de Cédric O qui dit qu'il va quitter la politique. Alors ce sera à l'issue du mandat
du premier mandat, hein, on ne sait pas, en tout cas de ce mandat d'Emmanuel Macron. Il veut partir dans le privé. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu précipité comme annonce. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Pourquoi maintenant ? Oh non, j'ai l'impression que beaucoup de gens en ce moment, du côté des députés, disent je me représente ou non, du côté des politiques. Ça se positionne en fait. Oui, ça se positionne. Et puis en plus, dans le champ numérique, ça pose pour moi une question super intéressante qui est, est-ce que c'est un champ politique ? Et en fait, j'ai l'impression que dans un monde dans lequel on déprécie souvent le politique, on n'a jamais eu autant besoin de politique. Et il y a la question qui est sur la table de plein de gens en ce moment, qui consiste à dire, est-ce qu'il faut un vrai, entre guillemets, ministère du numérique, plutôt qu'un secrétariat déjà ultra léger, qui n'a pas de service en dessous. Et Jacques-François, quelle est votre opinion sur cette question ? Moi, je pense qu'il ne faut surtout pas nommer un ministère de plein droit sans des administrations en dessous. Sinon, en fait, en France, il y a 15 ministères, point final, ceux qui ont des administrations, et les autres, ils font la guerre en dentelle. Et je pense qu'on est sur des sujets qui méritent une vision politique, un portage politique et des moyens, parce qu'on est dans un monde qui en a besoin et que c'est super compliqué d'avoir, même si Cédrico a pu bénéficier de pays à plan de relance, etc., qui lui ont donné des vrais moyens, et puis qu'on est trop léger sur ces sujets-là. Donc un ministère, oui, mais pas fantôme. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux, on n'a plus le temps d'aller plus loin. Jacques-François Marchandise, de cofondateur de La Figue, et Alain Staron, président cofondateur d'Artifil. Merci Delphine. On se retrouve juste après la pause dans Smart Tech. On va reparler du smartphone avec une nouvelle mutation, la mutation en terminal de paiement professionnel.